présence. Je suis impressionné par le nombre de personnes dans la salle. Il m'avait annoncé 10 inscrits. Je ne sais pas comment au dernier moment il a géré les bagues. Question que je me pose. J'ai appris d'abord au travers de cette session pourquoi les personnes venaient en réunion ou pourquoi les personnes assistaient à des conférences. On m'avait déjà indiqué souvent la présence à une réunion, notamment une réunion de travail, dépend de l'intérêt qu'on y a, de ce qu'on y apprend, ou de ce qu'on y mange, m'avait-on dit. Et je vous en prie, vous avez votre bague, vous pouvez entrer, pas de problème. Et donc, j'avais compris qu'on venait en réunion, mais on ne le disait pas, souvent pour manger, en fait. C'est un collègue qui m'avait dit, si tu veux augmenter le taux de présence aux réunions que tu organises, prévois les sandwichs, prévois un buffet. J'ai testé et ça marchait. Et bien évidemment, je ne l'avais pas officialisé, alors qu'ici c'est tout à fait officiel. Il est clair que l'on vient, on vient pour manger, et accessoirement pour écouter une présentation. Alors, le thème de la présentation que je vous propose ce soir, c'est comment maîtriser la surcharge informationnelle. Mais en fait, Cédric m'a un peu coupé mes effets parce qu'il a changé le titre de la présentation et moi j'arrivais avec un point d'interrogation. Alors un point d'interrogation, ça maintient, ça crée une attente, hein. Vous demandez alors la réponse, et puis la réponse il a imprimé sur le Doggyvag, donc finalement vous avez déjà la réponse. Alors je vais quand même essayer de vous expliquer le sens de la réponse. Alors je vais me présenter. J'ai jamais fait de conférence à Harvard, ce qui montre qu'il ne faut absolument pas croire tout ce qu'il a pu raconter avant. Parce que quand on dit un mensonge, voire Volkswagen, on peut en dire de nombreux. Donc, est-ce que c'est Delon et McLean qui ont créé le modèle? Moi, j'en doute encore. Hein. Même s'il y a eu des centaines de validations depuis, je doute de tout ce qu'il dit. Je suis en train de me rendre compte que ma thèse, vous la délivrez la semaine prochaine seulement. Oui, j'y réfléchis encore. Parce que normalement la diplomation est jeudi prochain, mais après ce qui s'est passé ce soir, alors j'ai quand même présenté, donc je ne suis jamais passé par Harvard, je suis professeur de stratégie à l'IE de Lyon, à l'université Jean Moulin, mais mes recherches portent plutôt sur l'impact des technologies d'information, l'usage des technologies d'information. J'ai une autre casquette, je suis conseiller scientifique du Business Science Institute. C'est une organisation en réseau, une organisation académique volante non identifiée qui a créé il y a 3 ans un doctorat pour les managers. L'idée étant, les managers ou des praticiens ayant une longue expérience professionnelle, à un moment donné, ont envie de faire un travail de réflexion, un travail d'écriture, et le système doctoral, notamment en France, mais aussi en d'autres pays, n'est pas fait pour ce type de public. Alors avec des collègues, on a imaginé une organisation ex nihilo qui permet de préparer un travail de qualité, ça va de soi, qui est soutenu au bout de 3 ans. C'est ce que Cédric a fait le 10 juillet à Genève. Et derrière ce projet-là, il y a une idée qui est une idée assez forte, assez originale, c'est qu'en fait la création de connaissances n'est pas le monopole des universitaires, et que la création de connaissances, elle peut émaner des managers. Et on vient de publier un ouvrage collectif il y a quelques jours, on le présentera la semaine prochaine au Luxembourg, la création de connaissances par les managers, qui part du principe que le management, on le sait tous, c'est une activité tout à fait vivante, c'est une activité qu'on observe dans les organisations, et la création de connaissances, elle ne vient pas que des académiques, et les managers qui ont une expérience, qui ont des pratiques managériales, peuvent être aussi des créateurs de connaissances. Et donc cet ouvrage de 472 pages, coordonné pendant la période estivale, montre quel peut être le rôle des managers dans la création de connaissances et puis aussi le rôle des professeurs, parce qu'on n'est quand même pas suffisamment sot pour arriver à la conclusion que les profs d'université sont inutiles. Hein. Bon, sinon ce serait un vrai suicide. Hein. Et ça, non, on ne va pas jusque-là hein, quand même. Hein. Bon. Je suis également expert auprès de la FNEJ et de FMD, où j'ai terminé à créer un outil qui s'appelle Business School Impact Survey. Alors c'est pas tout ça, ça peut apparaître comme parcellaire indépendant, mais c'est très lié. C'est une méthodologie qui permet d'évaluer l'impact d'une business school
sur son territoire. Et en fait, on est là dans des logiques d'impact. Quel est l'impact d'une institution sur son territoire? Et quand on parle de la recherche, on peut se demander à un moment donné quel est l'impact de la recherche sur le territoire. On publie des papiers, qui lit ces papiers? Bien sûr, hein, les collègues, hein, ça c'est bien évident, hein. On le sait tous. Hein. Quelquefois ils les lisent, même ils les citent. Hein. C'est bien quand ils les citent pour l'index H, hein, c'est très bien. On surveille tous les matins l'index H, et on passe des coups de fil aux collègues pour qu'ils nous citent, pour que l'index augmente. Ok, on a un index H, mais les managers, ils nous lisent, ils nous écoutent, ils utilisent ce qu'on produit. Une vraie question. Et vous apercevez qu'il y a le lien entre les deux activités, c'est-à-dire que, de notre point de vue, l'impact des business schools passe désormais par une recherche qui est en lien avec les managers. Une recherche où il y a une dimension managériale, où il y a des recommandations, une recherche où il y a une place pour les pratiques. Donc les deux thèmes sont en fait liés. Bon, j'ai un passé vu les cheveux blancs, j'étais à Dauphine pendant un certain nombre d'années où j'ai créé le programme de MBA puis un exécutif d'IBA. Et puis j'ai aussi une expérience managériale, toujours intéressant quand on enseigne le management pendant des années, puis un jour on est amené à le pratiquer, et puis alors là on découvre stupéfait que certains des aspects qu'on a pu enseigner finalement sont utiles. Je serai silencieux sur tout ce qui est inutile. Voilà. Alors, comment maîtriser la surcharge informationnelle, hein, c'est la question que je vous ai posée, et finalement j'ai une solution. Alors, je regrette vraiment que votre directeur soit parti, parce qu'en 2011, il a divisé le nombre de mails de 50%, est-ce qu'il a dit, hein, il est passé de 60 à 30. Et bien moi, en 2011 également, donc vous voyez la même date, hein, c'est intéressant, on aurait pu comparer sur le plan méthodologique, on avait déjà un papier là, qui émergeait. En 2011, moi j'ai réduit la surcharge informationnelle et le nombre de mails de 100%. Ah, c'est de l'efficacité, hein. C'est la réponse à la question que vous posiez tout à l'heure. Alors la petite histoire, quelle est-elle? C'est tout simple. En 2011, j'étais directeur général de l'école de management Strasbourg, où j'avais géré pendant plusieurs années la fusion de deux institutions. Alors un directeur général d'une école de management dans une université, dans un environnement français que vous connaissez, qui est celui de la concurrence très très vive pour attirer les étudiants, ben, il reçoit des dizaines de mails par jour. À Strasbourg, les journées commencent très très tôt, finissent aussi très tard, et la surcharge informationnelle, elle est vraiment au rendez-vous. Et puis pour des raisons personnelles, j'ai voulu reprendre mon poste à Dauphine, et donc j'ai cessé mes activités de directeur général. Et du jour au lendemain, je suis passé de, je sais pas, 100, 120, 150 mails à 0 mail. J'ai demandé à ce qu'on me retire de toutes les listes, ce qui a été fait, ce sera sur l'usage dans le milieu académique, et j'ai reçu 2-3 mails ensuite par jour. Fabuleux, hein. Alors je ne vous cache pas que ça crée un choc psychologique dont il faut se relever, hein. Certains d'ailleurs sont plus là pour en témoigner, hein. Et donc là voilà ma petite histoire personnelle. C'est qu'en fait, pour maîtriser la surcharge informationnelle, il y a une solution, elle est très efficace, c'est la mort. La mort, soit professionnelle, et alors encore plus radicale, la mort civile. Vous ne recevez plus les messages. Vous noterez quand même que on continue parfois à envoyer des messages à des morts. On n'est pas content parce qu'ils ne répondent pas vite. Ça, c'est très vrai. Vous apercevez donc qu'en fait, la surcharge, elle est liée au récepteur et non pas à l'émetteur. Hein. Finalement, quand l'émetteur n'est plus là, il n'y a plus de surcharge informationnelle. Et donc, ça m'a conduit à réfléchir et à traiter la surcharge informationnelle un peu différemment. Alors, bien sûr, c'est une solution qui est efficace. Hein. Solution efficace, la mort permet de supprimer la surcharge informationnelle, mais elle pose un problème. Il y a les spécialistes de la santé dans la salle. En fait, ce n'est pas la réponse que l'on attend, parce que la réponse que l'on attend, c'est comment maîtriser la surcharge informationnelle et maintenir la vie, bien sûr, et si possible, la vie au travail. Le sujet n'est pas conceptuel, hein. Le sujet est très pratique, y compris dans nos institutions. On commence à voir dans nos institutions académiques des phénomènes de burn-out. Hein. On n'a plus rien à apprendre des entreprises en matière de burn-out. Hein.
On a tellement développé les systèmes d'évaluation, d'incitation, de contrôle, qu'y compris dans nos institutions académiques, les phénomènes de surcharge, notamment informationnels, créent des burn-out. Donc le problème se pose véritablement. Alors, au-delà de cette anecdote, de cette histoire, ou plutôt de cette histoire personnelle, moi j'ai tiré plusieurs informations, plusieurs significations. La première, c'est que la surcharge informationnelle, à l'évidence, elle est liée à l'activité. Alors, plus on fait de choses, c'est banal, plus on prend de responsabilités, plus on s'intègre dans des réseaux, eh bien, plus on reçoit des messages, et bien évidemment, plus on est susceptible, à un moment donné, d'être victime d'une surcharge informationnelle. Ah, c'est un premier point. Surcharge est liée à l'activité. Trivial, mais quand même important. Parce que si vous gérez mieux votre activité, vous gérerez peut-être mieux votre surcharge informationnelle. Le deuxième point qui me semble important, c'est que la surcharge informationnelle, elle est en partie subie. Dans la mesure où si l'on décide de ne plus recevoir de messages, en disparaissant, tout simplement, eh bien, le phénomène de surcharge informationnelle s'étiole avec le temps. J'ai un collègue qui, se plaignant du nombre de messages qu'il recevait en Polynésie, où il était en poste, a décidé un jour de débrancher son ordinateur. Et donc, il a réglé définitivement le problème de la surcharge informationnelle. Et il a remarqué que finalement, les collègues qui lui écrivaient comprenaient plus ou moins vite qu'il ne répondait pas. Et donc, il a observé a posteriori la courbe des mails reçus. Ben, finalement, il a vu qu'au début, pendant quelques semaines, il a reçu beaucoup de mails. Et puis après, les collègues ont compris qu'il était mort. Intéressant. Donc, on subit une partie de la surcharge informationnelle est subie. Mais l'autre partie, vous pouvez entrer, madame, hein, on est sur la surcharge informationnelle. C'était pas ça. Ah, je suis vraiment désolé. Hein. Je vous assure, c'est intéressant, puis en plus, il y a des vagues. Hein. Vous êtes sûr? Oui, malheureusement, mon devoir de mère m'oblige à l'écouter ma fille. Pourtant, il y a des pères là dans la salle. On peut faire les transferts d'expérience. Merci, madame. Le troisième point, c'est que la surcharge informationnelle, elle est subie, elle résulte des émetteurs, mais la surcharge informationnelle, elle est en partie acceptée. Alors ça, c'est un point qui me semble important, dont on a probablement pris conscience avec le temps, c'est qu'en fait, il y a dans la surcharge informationnelle des éléments de valorisation individuelle, c'est-à-dire que quand on ne reçoit plus de messages, ben ça veut dire qu'on a moins d'activité, ça veut dire qu'on est dans moins de réseaux, et donc il y a un phénomène d'acceptation de la surcharge informationnelle, et d'une certaine façon, on cherche aussi cette surcharge informationnelle. Ça peut être perçu comme un élément de valorisation dans les organisations. C'est un point important parce que finalement, on est tous là à se plaindre du nombre de messages que l'on reçoit, mais implicitement, on sait très bien que lorsqu'on ne reçoit plus de messages, ça a aussi une signification. On n'est pas loin de la mort, on est placardisé. Alors, le quatrième enseignement de cette histoire, cette anecdote, c'est que la surcharge informationnelle est de mon point de vue une question, et on retrouve là la classification que vous formuliez tout à l'heure avec la pyramide, c'est une question qui est souvent traitée sur le plan individuel. Ah, je suis débordé, je suis surchargé, c'est mon problème. Je me demande si le problème il est véritablement individuel. Est-ce que c'est pas plus un problème de groupe de travail dans lequel on se situe, les collègues qui envoient les messages, et puis une question tout simplement d'organisation et d'entreprise. Alors ça change tout à fait de niveau, et donc ensuite la réponse est susceptible de changer. Parce que c'est pas la même chose si on dit que la surcharge est un problème individuel, un problème de groupe, le département dans lequel on est, ou si c'est un problème de toute l'organisation. Parce que la réponse, la solution n'est pas au même niveau. Dans certains cas, la réponse sera au niveau de l'organisation, dans d'autres cas, elle sera au niveau du groupe de travail. Vous êtes dans un département où le responsable du département, je parle pas d'un département académique, hein, chez nous ça n'existe pas, le responsable envoie des mails le samedi, le dimanche, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Le plus classique étant le mail qui part le vendredi très tard, en préparation de la réunion qui se déroule à 8h le lundi matin. Bon, ça n'existe pas, ça, dans nos milieux. Mais ça crée implicitement, quand vous êtes le patron d'un groupe, si vous faites ça,
vous créez implicitement une attente de réponse ou de lecture avant quand? Avant le début de la réunion. Sinon, vous arrivez en réunion, les mains dans les poches et vous êtes au courant de rien. Bon, donc, il y a un problème de groupe et un problème d'entreprise. Et puis, la conclusion aussi, c'est que la surcharge informationnelle, c'est quelque chose de relatif, et c'est, Cédric le disait tout à l'heure, c'est une question de perception. C'est-à-dire qu'on peut se sentir totalement débordé avec 15 mails par jour, et puis on peut se sentir non débordé, non surchargé avec un plus grand nombre de mails. Donc il y a aussi un phénomène cognitif et un phénomène individuel. Donc voilà les enseignements de ma petite histoire personnelle de 2011. Et vous direz tous à votre directeur que j'avais un meilleur score que lui. Bon, seule différence, c'est que lui, il est encore directeur, alors que moi, je ne le suis pas. Bon, mais ça, vous n'êtes pas obligé de lui dire. Alors, ce que je vais traiter ensuite, c'est 3 points. Puisque là, c'était juste l'introduction. Donc, là, au moins minimum, jusqu'à 9h30. Il y a 3 points. Vous avez le droit de prendre des notes, et j'ai vu que le bloc était fait. On va tout d'abord voir les causes de la surcharge informationnelle, et vous avez un stylo. Les conséquences de la surcharge informationnelle, deuxième point, et de façon très logique, les solutions à la surcharge informationnelle. Alors, comme tout universitaire, très long sur les causes, très long sur les conséquences, puis alors beaucoup plus discret sur les autres solutions que la mort. La réponse générale étant, mais là, il y a des consultants et des praticiens pour ça. Nous, on est là pour réfléchir en amont. Bon, mais j'ai quand même quelques ficelles à vous donner. Je reprendrai ça de votre directeur. Les causes de la surcharge informationnelle. Bon, on les connaît tous, mais c'est peut-être bien quand même de les rappeler parce qu'on a mis dans les causes, il y a probablement des solutions. La première cause, je l'ai déjà évoquée, c'est la multiplication des activités. La multiplication des acteurs, la multiplication des réseaux. Quand vous décidez, d'intégrer une association académique, un groupe de travail, implicitement, vous décidez, vous acceptez de recevoir derrière des dizaines de messages. Mais quand vous prenez cette décision, on n'est pas tout à fait conscient. De la même façon, quand vous cochez le oui à la réception d'une newsletter, ah, ça m'intéresse, je vais m'abonner à la newsletter. Vous faites quoi? Vous créez un phénomène récurrent, vous allez recevoir des messages, et si 3-4 mois après, vous regardez combien d'exemplaires de la newsletter vous avez réellement lu, vous apercevez quoi? 0. Bah oui, très peu. Donc, plus vous multipliez les activités, plus vous multipliez les acteurs avec lesquels vous êtes en relation, plus vous multipliez les réseaux que vous intégrez, bien évidemment, plus vous créez des causes de surcharge informationnelle. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le travail, alors c'est vrai dans nos métiers, mais c'est vrai dans beaucoup de métiers,